Cactus, l'entretien du jour accueille Maxence Ancel, président du collectif pour la paix en Afrique et membre du bureau politique de l'UDI, principal courant centriste de France. Avec elle, nous évoquons la mobilisation de l'opinion africaine contre les crimes de Boko Haram et son engagement dans la vie politique française. Maxence Ancel, bonjour. Bonjour. Est-ce que la mobilisation à travers des manifestations est suffisamment efficace face à des pratiques barbares déployées comme celles de groupuscules à l'enseigne de Boko Haram, par exemple? Efficace, en fait, nous faisons tout pour pouvoir mobiliser le maximum de personnes. En fait, une fois passé l'indignation, la dénonciation, il faut passer à l'action, tout simplement. Donc, nous faisons tout pour pouvoir mobiliser le maximum de personnes pour la lutte contre cette secte barbare, il faut utiliser ces termes. C'est une secte qui n'aime pas les gens, c'est une secte c'est des personnes qui sont contre les droits de l'homme, parce que quand on tue, quand on égorge, quand on tire sur une femme en train d'accoucher, il n'y a pas de mots pour qualifier ce type de personnes. Je pense que j'ai envie de dire, si on pouvait les éradiquer. Ça, c'est vraiment les termes que j'ai envie d'utiliser contre ces personnes parce qu'ils n'ont pas de cœur. Alors, le foyer irradie et touche de nombreux pays. C'est parti du Nigeria, ça bascule du côté du Cameroun. Le Niger est impacté. Une force d'interposition se met en place. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire ? En fait, on espère déjà qu'elle sera à la hauteur parce que ces gens sont lourdement armés. Qui les arme ? D'où viennent les armes de Boko Haram ? En fait, Boko Haram, moi, je ne sais pas exactement. Tout ce que je vois, c'est les actes qu'ils posent. Et on se rend compte que c'est des gens qui sont lourdement armés. Aujourd'hui, partis du Nigeria, attaquer le Cameroun, faire des incursions comme ça au Tchad. Maintenant, le Niger est menaçant même. Tous les nouveaux pays qui voudront rentrer dans cette guerre contre eux, moi je me dis que c'est des gens qui sont déjà structurés et engagés plusieurs fronts en même temps, c'est inquiétant, mais je suis rassurée de savoir quand même qu'il y a cette force de coalition. Je suis contente maintenant qu'on puisse déjà en parler au niveau international, mais il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Afrique en ce moment, c'est grave, la situation est grave. On a souvent reproché aux dirigeants africains de faire preuve de trop de laxisme. Vous pensez que cette fois-ci, sur cette question, il y a un sursaut, je ne vais pas dire d'orgueil, mais ne serait-ce même que de fierté, pour tenter, ou en tout cas de juguler sérieusement quelque chose qui pourrait faire très très mal? Sursaut d'orgueil, sursaut de fierté, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut se lever contre Boko Haram, il faut se lever parce que ces gens, ils rasent des villages, ils incendient les écoles. Ils enlèvent les jeunes filles. Vous vous souvenez de l'enlèvement de 200 jeunes filles enlevées. Et ils sont contre la modernité, ils sont contre les humains. Voilà, des gens qui veulent imposer une idéologie dont les représentants des pays concernés et d'autres, parce que ça peut arriver n'importe où. Regardez, le Niger est maintenant attaqué. Et je pense qu'il n'est plus question d'être laxiste, là, si c'était le cas. Il n'est plus question de fermer les yeux, parce qu'en période de guerre, je ne sais pas, il faut regarder là où ça se passe dans d'autres parties du monde. Alors, avec le collectif dont vous êtes la présidente, vous vous indignez contre l'indifférence que vous expliquez comment? L'indifférence de l'opinion publique, la fameuse opinion publique internationale. Finalement, c'est pas qui c'est. Comme l'opinion publique internationale, c'est tout le monde. Finalement, c'est plus personne. Nous voulons que ça soit dit, nous voulons que ça soit relevé, que ça soit dans les médias. Nous voulons que ça soit sur toutes les tables de négociations, de discussions. Nous voulons dire qu'il y a des gens qui meurent parce qu'un petit groupe de barbares s'est levé et souhaite prendre le pouvoir en Afrique. Nous voulons que ça soit dit. Et nous voulons aussi mobiliser surtout parce que nous pensons que la force militaire, déjà, elle est efficace, elle est forte, mais il faut aussi un soutien moral à ces forces de défense qui sont engagées. Il faut un soutien aux populations sinistrées. Il faut aussi un soutien matériel aussi, parce que c'est pratiquement des villages qui sont l'agriculture qui est menacée. On sait que ce sont des zones maintenant où il n'y a plus de tourisme. Oui, on a appris que 50 milliards de dotations ont été affectées pour la lutte contre l'avancée de Boko Haram, qui a vraiment un plan cynique, pays par pays, de s'installer et peut-être d'avoir une vision continentale d'implantation. Quel est le message véritable que vous voulez faire passer aujourd'hui pour tous ces citoyens qui se sont démunis et qui voudraient participer à la mobilisation, en tout cas à la prise de conscience? S'élever,
passer s'indigner, dénoncer, apporter leur contribution, parce qu'une fois après, dans ces mobilisations, enfin dans toutes ces mobilisations que nous faisons, nous allons aussi faire des récoltes de dons, en quelque sorte, pour apporter vraiment du soutien plus concret, par exemple aux veuves, par exemple aux jeunes. Vous savez que dans ces zones-là, ce sont des jeunes qui sont aussi enrôlés, et surtout parler, donner aussi de l'information, parce que vous voyez ce qui se passe depuis Charlie Hebdo ici, ça se passe aussi en Afrique, parce qu'il y a l'enrôlement des jeunes, soit volontairement, soit parfois de force, et Internet joue aussi un grand rôle. Donc, en fait, nous devons porter un message et dire aussi aux jeunes que faites attention, et puis mettre aussi les projecteurs, surtout les projecteurs dans cette zone, pour que, quand vous disiez tout à l'heure l'opinion internationale c'est tout le monde. Il faut que les gens sachent qu'il se passe quelque chose là-bas. La France, l'Union européenne, parce que moi je pense souvent que, comme disait récemment le président camerounais, à problème global, réponse globale, donc il faut que l'Union européenne puisse s'investir là-dessus. L'Union africaine déjà, on peut louer ce qu'elle est en train de faire, mais il faut que ça soit très large, la mobilisation doit être très très large. Et puis, enfin, je ne sais pas, juste un mot là-dessus, quelque part, c'est aussi ces jeunes, une fois qu'il y a une guerre quelque part, il y a des réfugiés, il y a des déplacements. Aujourd'hui, on compte au Cameroun 40 000 déplacés à l'intérieur du Cameroun. Donc, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et après, passer ce cap, les gens vont bien vouloir se réfugier ailleurs. Donc, il ne faudra pas qu'on s'en émeuve plus tard que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui viennent? Et nul n'est à l'abri, aucun pays n'est à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri. Alors, vous êtes une femme extrêmement dynamique, franco-camerounaise, militante dans la société civile, présidente de l'association Clairvoyance pour la diversité. Vous êtes l'une des rares membres du bureau national d'un parti, l'UDI, qui est la principale formation qui représente la mouvance centriste française. Comment est-ce que vous expliquez cette sorte de mixophobie? C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens aux cheveux hirsutes, originaires d'Afrique, du reste du monde, qui occupent le bureau national d'un parti national en France. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est tout simplement l'amour de l'autre. J'essaie de défendre les valeurs humanistes. Mais pas à votre niveau. Je dis que les partis politiques, à part vous, je vais peut-être un peu choquer, le parti qui intègre le plus de personnes issues, comme on dit, de l'immigration, qui est une locution qui énerve certains, c'est le Front National, paradoxalement. Je parle à l'échelon des bureaux. Comment est-ce que vous expliquez? Déjà, personnellement, je sais pas comment vraiment l'expliquer, sinon ça sera comme si c'était une sorte de langue de bois. C'est pas évident, il faut le dire. C'est pas évident. Les partis politiques, c'est comme la jungle. Il faut se battre à l'intérieur. Il y a même des personnes qui sont là depuis, qui se battent tous les jours, mais qui malheureusement n'arrivent pas à accéder à ces postes-là. Donc, je pense tout simplement qu'il faut continuer. Il faut surtout pas déserter la politique. Il faut continuer à se battre à l'intérieur. Et justement, il faut aussi quelque part une sorte de synergie, travailler en synergie, essayer de mutualiser avec d'autres personnes, et puis la société civile, essayer de les attirer, oui, les associations. Sur ce point de vue très précis, on a vu quand même des personnalités de qualité, originaires d'Afrique, au sud du Sahara ou au nord de l'Afrique, du Maghreb notamment, qui disaient que les partis ne les mettaient pas en position d'éligibilité et que quelque part c'était difficile d'être élu dans un parti. Moi j'ai connu ça. Vous avez connu ça? Oui, j'ai connu ça. J'ai connu, déjà pour vous dire, aux dernières municipales, j'étais sur une liste, j'étais 10e, 9 ont été élus. On savait très bien que si on n'atteignait pas un certain pourcentage, je ne serais pas élu. Donc c'était à Paris, dans le 18e dans le 18e arrondissement. Donc ça veut dire quand même que quand on veut, on peut imaginer qu'à tel nombre de pourcentage, tel sera élu. Surtout dans ces scrutins de liste, on pourrait facilement aussi privilégier, enfin aider. Parce que c'est vrai que si on veut que la population d'origine africaine puisse se sentir concernée, il faut qu'elle ait l'impression qu'il y a quand même des personnes qui les représentent. Mais alors, est-ce que vous êtes comme certains pour des quotas? Même si certains partis politiques, encore une fois, aussi bien pour la parité, pas pour les quotas parce qu'il n'y a pas de légifération en la matière, mais ne serait-ce que pour la parité, préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter, entre guillemets, des quotas. Vous êtes pour ou contre les quotas? À titre personnel, vu comment je me bats et comment ça n'avance pas, je dirais que oui, je suis pour les quotas. Personnellement, je suis pour les quotas parce qu'au moins, et surtout, au-delà des quotas, c'est la méritocratie.
Le problème, c'est quoi? C'est que vous allez constater, les élections comme les élections législatives, on va mettre facilement des gens comme de la chair à canon, allez vous mettre devant parce qu'il faut récolter des fonds après. Mais des élections où on sait très très bien que c'est un scrutin de liste, c'est là où on les sort et on met d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment et on comprend aujourd'hui pourquoi les Français n'aiment plus la classe politique, parce qu'on ne fait pas tout pour pouvoir les représenter réellement, et ça devient une histoire de copinage. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'on peut parler d'échec de la classe politique française? Parce qu'on a vraiment aujourd'hui un rejet des électeurs. On voit que le Front National est en train de monter telle une lame de fond, que les questions d'immigration, c'est un échec total. On parle d'intégration, mais jusque combien de temps faudra-t-il parler d'intégration dès lors qu'on n'est pas couleur locale caucasienne? C'est un échec que vous partagez en ce qui concerne la classe politique qui voit des gens aller vers le Front National massivement? Oui, je partage l'échec. Je pense d'ailleurs ne pas être la seule, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un constat qui est partagé même dans la classe politique. Mais maintenant, une fois de plus, passer la position de dénonciation, il faut qu'on arrive à passer aux actes. C'est ça le problème. Et ce n'est pas difficile. Quand il y a des scrutins de liste, mettez des personnes. Et des personnes il y a des personnes valeureuses. Et n'empêche que je vous dirais tout simplement que, puisque vous me parlez du Front National, j'ai envie de dire que ce n'est pas un exemple aussi de la démocratie, hein, le Front National. Le Front National agite pas mal de choses, se saisit de questions. C'est vrai que le Front National se saisit des questions, agite, mais quelles sont les solutions derrière? Oui, c'est ça le problème. Le trouble ne vient-il pas du fait que quelles sont les grandes différences? Quand vous avez l'UMP qui revendique avoir accédé au pouvoir en atomisant les voix du Front National, ça veut bien dire que le positionnement politique de l'UMP s'est effectué à droite de l'extrême droite. Donc quelque part, quelle est la véritable différence entre les positions de la droite ultra et celles du Front National, par exemple? Mais déjà, comme je ne suis pas de droite, donc je ne pourrais pas parler des positions de la droite, mais je pense que s'il faut siphonner les voix du Front National, il faut avoir un discours réel, un discours vraiment, un discours réel, mais tout en même temps un discours de respect, parce qu'il ne faut pas insulter. Vous voyez souvent quand on fait la différence entre la droite et le Parti socialiste sur la question, par exemple, de l'immigration. Vous aurez des gens qui vous diront que la droite stigmatise les immigrés, et vous aurez des gens qui vous diront que le PS n'arrête pas tout simplement d'avoir une politique d'assistanat. Plus maintenant, c'est terminé. Voilà. Plus personne ne croit ça. Donc, et personne ne croit ça. Donc comment est-ce qu'on résout? Et droite aujourd'hui tape sensiblement sur la même corde concernant l'immigration. Et comment ben oui, mais parce qu'on est rattrapé, c'est ça la question. Rattrapé par quoi? On est rattrapé par la réalité. On se rend compte que quelque part, il y a le Front National qui a fait son lit sur une question, et donc maintenant, ils sont obligés de s'approprier cette question-là. Il faut apporter des réponses justes, tout simplement. Alors, quelles sont vos réponses? Logement, socialisation par l'école, éducation, en quelques mots. Vous n'êtes pas encore élu, mais vous aspirez à l'être. Quel est votre programme? Surtout en matière d'immigration, je pense qu'il faut un discours respectueux et un discours vrai. Je pense qu'aujourd'hui, la France n'a plus vraiment les moyens de sa politique. Je pense qu'ici, en France, il y a un gros souci d'intégration. Je ne crois pas que pour pouvoir intégrer les gens, il faut les parquer dans certains quartiers. Parce que si vous les mettez tous, vous formez des ghettos, et que les mêmes personnes se retrouvent là, et que celui qui s'en sort arrive à prendre des dérogations pour envoyer son enfant dans une autre école, ça veut dire qu'il y a un vrai souci. Voilà la réalité de l'immigration. J'ai souvent coutume de le dire que quand je suis venue en France, à l'aéroport de Simalène, on ne m'avait pas remis mon ticket d'embarquement avec une liste d'allocations familiales. Mais il y a aussi beaucoup de fantasmes, justement, voilà, qu'on agite, que les immigrés coûtent à la France, que les immigrés... Ce qui est totalement... Ce qui est faux. Ce qui est faux. Le rapport Attali dit même l'inverse, que la France a besoin de ce vivier, de forces vives, etc. Mais c'est un discours qu'on ne peut absolument pas prononcer aujourd'hui. Je pense que tout simplement, il faut qu'il y ait une immigration aussi parce que la vérité est là, nous sommes en crise économique. Donc, si nous voulons adopter tous les points pour pouvoir faire rentrer de l'argent, il faut que quelque part, on arrive aussi à savoir comment attirer ceux qui peuvent venir aussi travailler. L'immigration aujourd'hui en France est essentiellement celle dite de regroupement familial. Et le Front National, je crois savoir qu'ils appellent ça l'immigration de peuplement ou repeuplement. Donc, vous voyez des termes injurieux quelque part. La droite parlementaire aussi, faites-moi confiance. Donc, quelque part, mais il faut qu'à un moment donné,
on ait une immigration qui puisse aussi faire que les gens puissent avoir l'impression de pouvoir participer à l'effort collectif. Moi, je vais vous prendre un exemple. Vous faites un regroupement familial. Pourquoi est-ce que les gens prennent tellement de temps pour pouvoir faire venir leur famille? Et pendant ce temps-là, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans leur pays d'origine, qu'ils soient, pour certains, qui fassent peut-être des cours de langue avant de venir, vous savez que ça prend du temps. On a déjà entendu ça, le co-développement, etc. Mais justement, je suis en train de vous dire que pour l'instant, je ne suis pas élue, mais moi, je pense que ça pourrait gagner. Parce que quand quelqu'un arrive, nouvellement arrivé en France, ne sait pas parler français, qu'est-ce que vous voulez que la personne sache faire? Est-ce que le vrai programme ne serait pas que l'Afrique elle-même fasse rêver les Africains et que les Africains restent en Afrique? Mais de toute façon, aujourd'hui, beaucoup de choses sont à faire en Afrique. Et les gens ne rêvent plus de venir en France. Quand vous voyez seulement la construction des infrastructures, c'est cela, donc il y a normalement, il y a de quoi faire travailler des gens. Et je pense qu'il y a des politiques qui sont mises en place là-bas pour attirer les gens. Regardez maintenant, beaucoup de nationalités vont en Afrique pour travailler. Donc ce qui serait bien, c'est que les Africains, ceux qui sont aux manettes aussi en Afrique, puissent aussi attirer leurs ressortissants, venir faire des choses en Afrique. Maxence, un dernier mot sur votre ambition. Quelle est-elle? Quelle est votre ambition en fait? En tant que Maxence Ancel? En tant que Maxence Ancel, au plan politique, devenir député, ministre d'un gouvernement, défendre vos idéaux aux plus hauts échelons de l'État? Mon ambition, c'est, je vais dire, d'être élu. Pourquoi pas? D'être élu surtout, parce que déjà, je pense vivre déjà mon ambition au travers de plusieurs associations. C'est-à-dire, je suis plus proche des gens, j'essaie de comprendre et parfois, le fait même de ne pas être élu ne m'empêche pas d'aider quelqu'un, de l'amener vers là où ça se passe. Mais je pense aussi qu'il faut arriver à avoir une certaine... parce que les gens ont besoin, tout en détestant le politique, ils ont besoin de savoir que vous êtes élu. C'est une question aussi pour eux, parfois, de crédibilité. Et je pense que je travaille pour ça, pour qu'à un moment donné, que si je suis élue, parce que je peux aussi facilement, c'est une question aussi de facilité, mais ça ne m'empêche pas de faire aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Ça ne m'empêche pas du tout. Et ça vous empêche d'écouter de la musique, d'aller au cinéma? Vous avez le temps? Vous semblez être une executive woman, toujours dans l'action. Je trouve même le moyen d'aller même à l'opéra avec mon époux, donc ne vous inquiétez pas. Je sais prendre quand même des moments pour m'arrêter et puis me reposer. Merci à vous d'avoir été notre invité. Bonne chance pour la suite, pour la mobilisation contre le fléau qui gangrène et qui porte un nom, Boko Haram, et pour votre engagement en politique. Merci d'être venu sur YouBiz News. Merci pour votre fidélité à Cactus. C'est déjà la fin. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne.